Donc, grands enjeux du marketing, de l'innovation dans un monde en évolution rapide, mais je ne traiterai pas tout, mais j'aborde des sujets clés. Un enjeu stratégique majeur d'une meilleure relation avec la société. Toutes les entreprises innovantes, notamment high-tech, souffrent actuellement dans leur relation avec le marché. On va voir pourquoi. Alerte rouge sur la relation au marché, innovation gap, nouveaux intermédiaires, big data. 2, problème de gouvernance. Il y a un peu des tensions dans les nouvelles organisations de société. Il y a des fonctions nouvelles qui arrivent, Chief Digital Officer, Chief Client Officer à la place du marketing, Chief Innovation Officer. Vous savez, le board dans une boîte, c'est comme le loft dans les émissions de télé. Quand il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. Donc, comme il n'y en a pas trop qui veulent sortir, ça cartonne un peu en ce moment. Bon. Donc, problème de gouvernance avec l'arrivée des directions inno, et puis du technocentrique à l'human-centrique. Un développement du pensée-conception et montée irréversible des utilisateurs dans la conception. Alors j'avais mis une photo, certains, on a l'habitude de vous dire « mais vous êtes trompé, c'est un romancier ». Il n'a pas pu dire un truc comme ça, il ne fait pas de marketing. Or, vous avez donc Milan Kundera, et pas Peter Drucker. Peter Drucker a repris le terme, mais ce n'est pas lui. Il vous dit business. Le business a seulement 2 fonctions, marketing et innovation. Ensemble, on peut conquérir la Terre. Bon. Pourquoi alors je mettrai quelques phrases de Kundera pour savoir ce qu'il voulait dire là-dedans, et vous verrez que c'est beaucoup plus important que ce soit Kundera qui l'ait dit que Peter Drucker. Ses élèves ont fait un recueil de toutes les citations piquées, reprises par Drucker par ailleurs, si vous voulez. Il y a des profs consultants qui aiment bien citer d'autres trucs. Voilà, c'était celles de Drucker les plus compliquées. Je vais revenir pourquoi. Alors, je reviens aux fondamentaux, vous allez voir, on revient tout le temps là-dessus, et il y a toujours un déséquilibre qui se crée. D'un côté, les technos, de l'autre côté, la vie. L'innovation, c'est transformer des technologies en amélioration de la vie. D'un côté, le rapport R&D, technologie, connaissance, de l'autre côté, la société. Et il y a exactement un siècle, en 1913, Max Weber avait dit « La technologie a désenchanté le monde et on ne s'en remettra pas ». C'est juste avec la guerre de 14. On sait que les technologies ne sont pas orientées. Avec un marteau, on enfonce un clou, le crâne de la voisine. Ce n'est pas lié au marteau. Et en ce moment, on est dans une poussée technologique qui ignore un peu l'évolution de la vie. Et en ce moment, les entreprises ont tendance à rebasculer dans une prise en compte beaucoup plus forte de la société par rapport à la poussée technologique. Il faut créer de la valeur au passage. Je ne redéfinirai pas poussée techno, on l'a fait par ailleurs. Vous verrez sur le web, on le fait aussi avec le CNRS. Je remets ça à jour tout le temps, pour montrer 14 millions de chercheurs, 19 000 articles scientifiques, 2,5 millions de brevets par an, 9 millions de trucs, 110 000 revues scientifiques, donc une poussée scientifique sans précédent. Mais de l'autre côté, les gens, ils ne mangent pas la techno. Personne ne rêve d'un wireless access protocol, sauf technophilie avérée, ou du big data, ou du cloud. Les gens, ils ont besoin de choses différentes. D'où nécessité de transformer l'avancée scientifique et technique en des choses qui améliorent la vie. Alors, je vous montre un slide d'IBM. Alors, ce n'est pas secret, IBM, et il nous laisse le montrer. Mais vous voyez, on revient toujours à ça dans les plus grandes sociétés. D'un côté, Customer Experience. Qui sont réellement les utilisateurs ? Qui sont-ils? Les connaître. De l'autre côté, la possibilité techno. Si on arrive à mettre la techno au service des gens, dans des produits remarquables, à ce moment-là, business success, vous voyez, profit, market share. Et on revient tout le temps à cela. C'est en ça que Kundera avait dit, il n'y a que 2 choses. Il y a le marketing d'un côté et la technologie de l'autre. C'est la synthèse des 2 qui fera la différence. Alors, je cite ce que dit Kundera. Il vous dit, dans le monde moderne abandonné par la philosophie, fractionné par des centaines de spécialisations scientifiques, exactement ce qu'on vient de voir, des centaines de spécialisations scientifiques, l'écrivain nous reste comme le dernier observatoire qui puisse embrasser la vie humaine comme un tout. Il vous dit, nous, en tant qu'écrivain, on voit des choses que vous ne voyez pas, et ce que vous faites n'est pas adapté à la vie des gens. C'est pour ça qu'il avait été amené à dire ça. Et il dit, moi, ce n'est pas le monde des théories, ce n'est pas le mien, c'est celle d'un praticien. Problème aujourd'hui, on est dans un contexte qu'on appelle innovation gap. Vous allez voir, on va manger de l'innovation gap pendant les mois qui viennent. Tous les pays sortent des rapports sur l'innovation gap. Ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que dans le processus de destruction créative schumpeterienne, si vous voulez, la destruction est plus rapide qu'on ne l'attendait, un peu plus forte qu'on ne l'attendait, et elle inclut de la rationalisation. On ne détruit pas, mais on dit il y avait 400 personnes qui traitaient les factures, maintenant ça se fait sans papier et c'est 20. C'est en ça qu'il y a destruction, si vous voulez. C'est plus efficace, c'est mieux, mais c'est moins de gens. Elle est supérieure à la création. Une douzaine d'études sont sorties là, depuis 2 ans. Nous, on avait vu ce qui arrive aux US et partout. Récemment, Roland Berger, en France, dit 3 millions d'emplois vont être supprimés dans les années qui viennent par la vague du digital. Même chose en Angleterre, un peu partout. Ça inquiète un peu tout le monde. Donc, plein de travaux. Innovation gap. Ce qui peut paraître paradoxal. Autant de recherches, autant de chercheurs, autant de brevets pour, in fine, avoir un déficit d'innovation.
Vous voyez, ça a quelque chose qui est interpellant. Or, même mes collègues les plus technophiles, les plus branchés, MIT, Stanford et tout, disent il faut bien que l'on constate qu'il y a bien innovation gap, on ne peut pas dire de mensonge. C'est sans doute provisoire, c'est-à-dire que d'abord on détruit, on construira après, mais dans l'immédiat, on a cette situation qui fait que beaucoup d'États sont là-dessus, vous allez voir tous les rapports qui sortent. Comment boucher l'innovation gap? Certains disent, mais c'est un education gap, on n'a pas formé les gens en techniques nouvelles, d'autres, c'est un investment gap, on n'a pas fait les investissements qu'il fallait. Hein, tout le monde essaie de voir comment traiter cela. On reviendra dessus, on fera un mardi spécial. Mais à part cet aspect macro, il y a un aspect qui nous interpelle en tant qu'innovation et marketing. La déception croissante de la société par rapport à l'innovation. Alors je sais que Philippe, c'est partenaire, je sais pas s'il y a quelqu'un de Philippe. Philippe, c'est tous les ans une superbe étude sur la façon dont la société dans le monde a reçu les innovations de l'année. Pas les siennes, toutes. Et là, on est au maximum du désenchantement. Donc, vous voyez, paradoxe. L'innovation gap ressenti par la société. Pas assez d'innovation qui améliore réellement la vie. Alors, vous voyez, j'avais demandé à des ados de travailler dessus. Ils ont mis ce truc-là. Ne jamais sous-estimer la capacité des autres à vous décevoir. Hein, c'est interpellant pour la génération. Pas de technologie gap. Les gens disent non, il y a plein de techno marrantes, c'est rigolo, tout ça. Twitter, c'est marrant. Par contre, ça n'améliore pas notre vie au quotidien. Et là, je vous montre, là, on joue big data grave. Hein, on analyse par les nouveaux outils de Google l'intérêt pour les recherches en France au cours des 8 dernières années. Intérêt pour les recherches sur le progrès, sur l'innovation et sur la R&D. Alors sachez que ça a touché les autres pays avant, ce qu'on appelle une vague progressiste qui balaie la planète. Hein, retour des valeurs de progrès. Et autre analyse, recherche sur la technologie, c'est sur des millions de recherches, et le progrès. Vous voyez, technologie, progrès. Et les gens vous disent moins d'innovation technologique, plus des choses qui améliorent la vie. Progrès social, progrès médical, progrès humain. Progrès, c'est jamais tout seul. Hein. Et donc, voilà, c'est arrivé en France, plus tard qu'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est important. Alors, si l'on regarde succès technologique, échec commercial, sachez qu'on le cite en français dans des travaux de recherche américains. C'est comme baiser volé au rendez-vous, c'est français d'origine. Succès technologique, échec commercial, parce que les beaux cas sont français. Concorde, Aérotrain, Super Phoenix, Plan Calcul, et plein. Bon. Donc on dit, techniquement ça marchait, mais cette société n'a pas voulu. Alors on dit c'est un échec commercial, ça ne se vend pas. Alors certains ont dit si on avait les vendeurs à la hauteur de nos ingénieurs, on n'en serait pas là. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Un échec commercial, c'est un échec sociétal. Les gens n'en veulent pas. Ça veut dire c'est l'échec de l'insertion dans le monde réel. On n'a pas compris le monde réel, il n'accepte pas ce qu'on lui envoie sans lui avoir demandé son avis. Le marketing, il vise à ce que cette insertion se fasse idéalement en fondant la conception sur les attentes profondes des individus dans les nouveaux produits et services. Si ce n'est pas fait, il y a peu de chances que ça corresponde à ce qu'ils attendent. Or, aujourd'hui, on a plus d'échecs commerciaux qu'on en avait il y a encore 5 ans. On pensait qu'on avait résolu le problème, et on a un retour massif des succès technologiques et échecs commerciaux. Comme si on avait oublié d'écouter les gens parce qu'on est fasciné par le digital, le cloud, etc., en oubliant que ça doit servir. Alors pour les gens, les lieux d'innovation, c'est la vie. Innovation pour la société, des préoccupations au cœur de la vie. Attente de progrès. Lieu d'innovation, l'hôpital. Ça va monter à 20% du PNB. Et vous voyez, on dit souvent le client est roi. Regardez le type à droite, vous pensez qu'il est roi de quelque chose. Donc il faut poser la question de l'utilité sociale de ce qu'on fait. C'est énorme comme domaine, c'est très difficile, il faut que tout le monde se mette d'accord. Les hôpitaux, les médecins, les associations de malades, les financeurs, les fabricants de médicaments, de matériel, les infirmières, enfin, horriblement difficile. C'est plus facile de faire du technico-technique, si vous voulez. Les transports, ça se dégrade partout. Donc les gens disent, je passe beaucoup de temps dans les transports. Habitation, 24% de ses revenus pour habiter en France quelque part, c'est le plus élevé d'Europe. Les gens disent, on aurait mieux logé, pas facile. Les vieux, tous les personnes âgées qui arrivent, on les voit arriver monstrueusement. Qui va faire? Les retraites ne sont pas à niveau, donc les gens sont inquiets. Et puis les services publics, c'est pour ça qu'on coopère avec GEMAP. Vous voyez en haut à gauche, la Sécu, Pôle emploi, vous voyez un tribunal et l'école. Il faut 3 ans pour être jugé, c'est beaucoup trop long. Aujourd'hui, dans le monde, on a presque plus d'innovation dans le secteur public que dans le secteur privé. Parce qu'avec la baisse des budgets publics, les pays doivent trouver des solutions radicales. Et on passe parfois au radical. Les benchmarks avec des pays comme le Danemark, l'Autriche, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Canada, les États-Unis montrent des innovations radicales. C'est pour ça qu'en France, ils s'en préparent aussi. Et puis les lieux de vie. Tous les gens, comme vous, savent bien, si vous êtes Quechua ou Décathlon, c'est le lieu où on fait le sport, c'est le lieu où on vit, c'est la cour de récréation, c'est la salle d'opération, c'est le bureau.
Tant que les gens ne constatent pas dans leur vie l'amélioration de leurs conditions, ils ne croient pas qu'il y a innovation. Voilà. Et en plus, il y a les problèmes globaux, développement durable et tout, mais là, les gens ont tendance à s'en reporter sur le monde politique, en disant, c'est pas à moi payer 1 000 € de plus pour une voiture si elle passe 90... Et en France, c'est le sommet mondial, puisqu'on a le peuple le plus pessimiste de la Terre depuis 7 ans. Alors que c'est quand même pas le Bangladesh, il n'y a pas la guerre, enfin c'est pas vrai. Il y a un pessimisme noir qui n'a cessé de monter. Aujourd'hui, 3/4 des Français pensent qu'ils vivent mieux que leurs parents, mais que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et quand je dis ils pensent, c'est considéré comme un acquis. Une radio où j'intervenais, le journaliste dit « Mais quand on sait que nos enfants vivront moins bien que nous », je dis « Vous savez quoi? Sur quoi vous appuyez sur ça ?» Mais il dit « C'est ce que tout le monde pense ». Alors on dit « Mais alors pourquoi autant de recherche si on a aussi peu de résultats ?» Et donc, c'est une préoccupation importante pour les gens qui innovent de dire « Mais est-ce que réellement, ça va accrocher la société ?» Alors, je remets un texte. Pourquoi Kundera dit ça? Il dit, dans ses célèbres conférences sur la crise de l'humanité européenne faites à la Sorbonne, effectivement, elles ont lieu il y a peu de temps, Husserl voit les racines de la crise dans le caractère unilatéral des sciences européennes qui a réduit le monde à un simple objet d'exploration technique et mathématique. Et ça ne s'améliore pas avec le big data. Et on exclut de leur horizon le monde concret de la vie, dit Lebenswelt en allemand. On ne pense pas à la vie réelle. L'essor des sciences a propulsé l'homme dans des tunnels de disciplines spécialisées. Plus il avance dans son savoir, plus il perd des yeux l'ensemble du monde et de soi-même. Il sombre dans ce que Heidegger appelait d'une formule belle et magique, l'oubli de l'être. L'homme devient une simple chose pour les forces qu'il dépasse, le surpasse, le possède. Pour ces forces-là, son être concret, son mode de vie, le Lebenswelt, n'a plus aucun prix, ni aucun intérêt, il est éclipsé. Voilà pourquoi il s'est permis de faire une intervention sur le domaine des entreprises, en disant vous vous adressez plus aux gens, ça va vous coûter très cher. Et si on écoute Steve Jobs, qui est plus le référentiel philosophique de nos jeunes, et lui, il avait une intervention, moi j'avais fait une formation chez Apple, l'innovation est technologiquement neutre. Vous imaginez, technologiquement, il y a le progrès des connaissances, mais il progressera tout le temps les connaissances. Moi, mon but, c'est de mettre le dernier état des connaissances au service des gens. C'est neutre parce que c'est le dernier état des connaissances. Dans 6 mois, ça sera 5S, après, ça sera 6, 6S. Bon. Et voilà ce qu'il vous dit. Parce qu'on a vu, va-et-vient entre les technos et la vie. Il vous dit, si vous partez des technologies en leur cherchant des applications, c'est sans espoir. Il faut partir des individus, de leur vie, de leur attendre, mettre à leur service la meilleure combinaison technologique possible. Dixit Steve Jobs. Il est très clair sur cette relation entre la... Alors, je vous montre le cas de l'entreprise la plus puissante du monde aujourd'hui, la plus innovante. 48 000 chercheurs, 4 CNRS. Donc, on ne peut pas dire que c'est une boîte qui ne fait pas d'R&D. Et alors, je vous montre la répartition des investissements 2013. 10 milliards de dollars sur la R&D, 11 milliards sur le marketing, 32 milliards industrialisation. Alors, on a montré ça au CIA, on a dit, mais comment on peut mettre 11 milliards sur le marketing ? Ils ont des produits partout, depuis les centrales nucléaires, des bâtiments, des bateaux. 19 produits en France, Samsung est numéro 1. Four à micro-ondes, écran, téléphone portable, je passe sur d'autres choses, et faire à repasser, ce que vous voulez. Connaissance intime de la société, connaissance intime des technologies, synthèse des deux, mise en production. Voilà, l'équilibre chez le leader mondial de l'innovation. Alors là, je passe juste, je vous donne les résultats. Je vous montre les 6 dernières analyses les plus approfondies sur les résultats stratégiques. Vous voyez, innovation for performance, comment améliorer votre innovation par la R&D, l'excellence en R&D. Toutes les études aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 3 ans, elles remettent la relation au marché, le marketing, la connaissance intime des gens comme étant primordial. Le risque, même risque de mort, il dit si on ne le fait pas, parce que si on ne le fait pas, un comparateur se mettra entre nous et nos clients, et nous deviendrons fournisseurs du comparateur, on n'aura plus contact avec nos clients. Donc, alerte rouge sur la relation de ses clients. Ils sont, comme on dit, ils sont punis par où ils ont péché, comme disait la Bible. Vous ne teniez pas compte des attentes profondes de vos clients, quelqu'un vient se mettre entre vous et eux, et il a 500 variables sur chacun d'eux. Et vous devenez un modeste fournisseur, comme on dit en Chine. Alors, vous voyez, c'est ce travail qui est fait sur la stratégie, le rôle de la R&D. Ils vous disent, qu'est-ce qui est le plus vital? Design to customer value. Concevoir de telle sorte, c'est la valeur pour le client. Développer plateforme développement pour contrer les plateformes existantes et modulaire pour que chacun trouve ce qu'il veut. Et design to cost, puisque le revenu a baissé. Il faut impérativement low cost, c'est pas pour de rire, c'est parce que les gens ont le revenu qui a baissé. Après, ils vous disent, il faut améliorer la R&D. Vous voyez, étude pour l'amélioration de la R&D. Rapport global, General Electric sera présenté la semaine prochaine au siège du Monde. Global Innovation Barometer. Quels sont les facteurs déterminants? Alors, vous voyez, il y en a 2, c'est marqué vital. La vie de l'entreprise est menacée si ce n'est pas ça. Numéro 1, comprendre les consommateurs, anticiper les évolutions de marché. Ils mettent intérêt relatif 84%
Or, côté, vous voyez, on est 39, c'est-à-dire on ne le réalise qu'à 39 alors que ça pèse 84. À l'inverse, en bas, vous avez accédé au support, aux aides publiques à l'innovation. C'est pas si important, mais là, on surperforme. On sait très bien le faire. Et donc, sur la relation marché, on est encore mauvais, même chez General Electric et même dans les grandes boîtes les plus innovantes du monde, hein, pour vous dire. Hein. BCG, les compagnies les plus innovantes, c'est le deuxième groupe en stratégie. Quels sont les facteurs clés de performance en inno? Numéro 1, Customer Satisfaction. Qu'on soit breakthrough, qu'on soit continuité ou autre, les brevets, ils sont là. Hein? C'est pas. Hein? Et c'est les directions générales du monde entier qui vous disent le truc. Quand j'ai alerte rouge sur la relation au marché, c'est pas une blague. Ça, c'est une étude qui va sortir, c'est le préprint, hein, sur justement analyse exacte des raisons pour lesquelles il y a eu succès dans l'innovation. Hein? Numéro 1, transformer les attentes des consommateurs et des clients dans des besoins pour les produits que l'on développe. On revient sur ça puisque ça a été mal fait. Et Potential Market Assessment. Les gens technology drivers, comme ils fournissent des maîtres d'œuvre, ils disent c'est le boulot de nos maîtres d'œuvre. Hein. C'est pour ça qu'ils n'ont pas un deuxième point. Hein. Forbes, un des leaders, enfin il commandite les meilleures études sur la création de valeur dans le monde. Il vous dit qu'est-ce qui est le plus important pour avoir un avantage compétitif. Et il y en a qui sont extrêmement importants, ceux qu'on a mis en haut. Alors, vous voyez, être le premier sur le marché, la relation au consommateur, customer relationship, avoir une marque très forte réputation. La marque, c'est le buffer entre l'entreprise et la société. Hein, c'est quelque chose qui capitalise votre relation positive ou on tire sur sa marque en la pompant ou on la recharge, suivant la capacité d'innovation qu'on a. Hein, c'est la seule chose qui a de la valeur entre soi et la société. Donc, vous voyez, c'est mis en premier. Et vous voyez après, tout en bas, maîtriser les technos digitales, tout ça, on pense qu'on sait le faire. Hein, on merde du côté de la société. Hein, et je passe, là, il dit que tout ce qu'il faut améliorer, et je vais finir, mais nous-mêmes, on fait des benchmarks réguliers. Celui qu'on a fait sur toutes ces entreprises leaders mondiales, en leur demandant ce qu'était pour eux leur culture de l'innovation, on l'a élargi à 80. Quelle est la préoccupation numéro 1 dans la culture d'inno? L'utilisateur, l'individu, l'utilisateur comme objectif unique de l'innovation. Unique. Après, je passe sur le reste. Alors, la semaine dernière, on était au CEA, vous voyez tous les gens qui étaient à Minatech. L'enjeu fondamental d'une application marketing plus forte. 80%, en fait, c'est 82% sur 400 startups high-tech. 82% des échecs des startups high-tech sont liés à une faiblesse marketing. Retour sur 400 soutenus par Scientipol et autres. On est convaincu qu'on fera la différence technique, c'est vrai, il faut avoir un truc, mais généralement, le marketing est déficient. Et quand je dis déficient, c'est des erreurs basiques. C'est-à-dire que... Et puis certains ont écrit que le design remplaçait le marketing, par exemple. Hein, on met des choses qui ne remplacent pas une bonne étude marketing. Et dernier truc, innovation dans les entreprises en France, commandité par l'État français. Alors là, ils vont dire, classement des réponses. Lesquels des outils et mécanismes sont utilisés par votre organisation pour générer des idées nouvelles? Ça, c'est les réponses des entreprises les plus performantes. Ils ont mis en bleu foncé, en bas, c'est marqué le plus important. Observation des clients, études de marché traditionnelles, retour d'expérience terrain, vendeurs et services clients. Après, vous avez brainstorming, roadmap technologique, partage d'idées, etc. Donc, vous voyez un petit peu, c'est pas dans ma tête, hein, puisque les 6 études de référence, vous dites, il y a alerte là. Et il y a 5 ans, c'était descendu, ça remonte. Une des raisons, c'est le big data. C'était pas mal d'entreprises, dont les plus grands, les grandes banques, les grands assureurs, les compagnies aériennes, ont vu se mettre des organisations entre elles et leurs clients, sous prétexte de comparateurs, mais c'est des intermédiaires, hein, qui prennent 20% de la marge, quand ce n'est pas 30%, et qui disent maintenant, nous, on a les désirs clients et vous devenez un fournisseur. Et donc, tout est mathématisé. Et donc, beaucoup disent, je risque de perdre le contact avec mon client. À ce moment-là, c'est la fin des haricots, parce que il va me renvoyer en 50e page, si je ne lui lâche pas, marche avant, arrière, plus pub. Hein, alors, sachez que les comparateurs, ils font quoi, eux? Ils occupent le terrain des rêves, des désirs, des attentes des utilisateurs. Ils se mettent en intermédiaire entre les consommateurs et la totalité de l'offre dans un domaine, en récupérant la marge. Et eux, ils se mettent dans toutes les fissures qui existent entre une entreprise et ses clients. Si elle ne colle pas, si elle n'a pas tué son client dans ses bras, il va se mettre entre les deux en disant « ça va être beaucoup plus simple, vous allez passer par moi ». Et depuis septembre, c'est l'arrivée de tous les comparateurs B2B. Hein, on avait déjà les B2C, il arrive et c'est pour ça qu'il y a alerte rouge. Alors sachez, là, je ne vais pas les détailler, c'est toutes les technologies de support au marketing qui sont sorties depuis des années. Et là, il y a une inquiétude, c'est que le big data, qui est un super outil pour augmenter le nombre de ses clients, alors je ne critique pas du tout ça, c'est d'une efficacité redoutable. Mais
attention à ne pas développer une vision encore plus technologique du marketing et de l'innovation. Big data et digital marketing, on peut augmenter les parts. Ça ne dispense en rien d'un contact étroit, sociologique, anthropologique, psychologique et d'échange avec ses clients. Hein, pour les leaders, tous les leaders disent on nous fait la différence dans notre relation client. Hein. Les autres, c'est une relation actuellement qu'ils annoncent comme sous alerte rouge. Hein, voilà. Alors voyez ce que disait Kundera, qui ne faisait pas par hasard, puisque c'est un grand écrivain. Il dit le fait d'observer avec attention le monde réel en donne une compréhension très fine, souvent très loin des a priori de départ. Et au CEA, la semaine dernière, ils ont lancé une grande étude qui est comprendre le handicap. Ils ont observé, ils ont rencontré les gens. Ils ont dit 95% de ce qu'on a découvert sur le handicap, on ne le connaissait pas. Et il ne nous était pas accessible sans rencontrer les handicapés. Belle découverte, quoi. Hein, voilà. Donc, alors, problème de gouvernance, c'est très court. Alors, est-ce qu'il y a ça? Alors, on n'en est pas là. Hein, il vient d'arriver une direction de l'innovation dans les trucs. Hein, les gens du marketing, la stratégie, de la R&D, la DSI, il dit qu'est-ce que c'est que ce Gus à la mode qui vient au milieu et qui prend tous les trucs. Alors, nous, on finalise une énorme étude, un benchmark sur 350 directeurs d'innovation dans le monde. Alors, je vous donne les résultats sur 250. D'où viennent ces directeurs de l'inno? De la techno, 34%. On baisse par rapport à la dernière fois, c'était 50%. Mais baisse moins parce qu'il arrive des gens du digital. Plusieurs entreprises ont dit notre évolution digitale, on ne la fera pas avec les gens qui sont d'un journal, d'une maison d'édition. Il faut quelqu'un qui va nous aider dans le monde digital. Donc on fait rentrer un directeur inno digitalisé, compatible digital. Bon. Marketing, 22%, c'est stable. Les gens qui savaient avant, qui étaient responsables marketing. Stratégie, du fait que ça devient une direction stratégique, on voit arriver les gens de la stratégie. Ex-dirigeants, stratèges, métier, ça monte. Évolution du titre entre 2008 et 2014, 2008 100 directeurs inno, 2014 250 avant qu'on ait les 350. La fonction se stabilise. Vous voyez, CIO, SEC, Chief Innovation Officer, ou directeur d'innovation, Innovation, aujourd'hui 60% c'est titre unique. Ceux qui sont à la fois Chief Innovation Officer et R&D et innovation, vous voyez, c'est tombé à 13%. R&D et marketing, c'est tombé à 5%. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça veut dire qu'il y a un directeur marketing, que c'est deux choses différentes. On a un grand directeur R&D, on a un grand directeur marketing et il y a un directeur inno qui est venu se loger là. Hein, stratégie, direction et stratégie, ça monte en revanche. C'est pas partout pareil. En Allemagne, le CTO reste extrêmement puissant. On a très peu de Chief Innovation Officer. On a des CTO puissants avec un puissant directeur marketing et d'où ça cartonne toujours entre nous, mais c'est ça qui fait l'innovation. Je ne veux pas de directeur inno. Hein, et il y a eu une conférence américaine, j'ai un directeur marketing qui a dit c'est le directeur marketing et le directeur inno, c'est nous qui transmettons la société. Je ne vois pas pourquoi on a besoin de quelqu'un pour cela. Et en disant à ses troupes, démerdez-vous, hein, la direction inno, elle doit faire partie de la direction marketing. En fait, tout le monde commence à trouver sa place et je pense que les deux resteront. En synthétisant l'aspect gouvernance, si vous voulez, aujourd'hui, l'innovation, je l'ai mis plus légère parce que c'est des petites directions, ça n'a pas du tout les moyens du marketing ou de la R&D. Généralement, elle a bouffé la stratégie. Typiquement, vous le voyez ici en France, la Poste, etc. Et la mission, c'est beaucoup simplifié. Il y a quelques années, il fallait aller éduquer les business units et tout. Maintenant, on dit, vous embêtez plus les business units. Ils savent innover, ils ont leur réseau. Vous, l'objectif, c'est la croissance. Vous nous trouvez les activités, 25, 30, 40% qui nous manquent dans 5 ans pour réaliser le volume d'affaires compte tenu de ce qui diminue. Nouveaux secteurs, nouveaux produits, nouveaux marchés, nouveaux concepts à haute valeur ajoutée, mais l'objectif fondamental est croissance. Hein. R&D, réduction des coûts, révolution techno, révolution digitale, hein, et puis le marketing, avantage client, human-centric design. Ça cartonne un peu réellement entre marketing et non, on le sait, puisqu'on connaît les directeurs. Pourquoi ? Certains disent, oui, mais moi, j'ai développé des activités totalement nouvelles, on m'a mis en place. J'ai besoin d'analyser des secteurs qui ne sont pas les secteurs habituels de l'entreprise. Est-ce que la direction marketing est compétente pour analyser des domaines qui ne sont pas ceux d'habitude ? Et certains ont développé une petite direction inno, une petite direction marketing, si vous voulez, en plus. Ce qui ne plaît pas à la direction marketing, puisqu'elle dit c'est notre boulot. Et donc, ça cartonne un peu, mais ce n'est pas grave. Ça se frite, parce que ça doit déboucher, si vous voulez. Mais on a un petit peu ce problème. On le verra. La direction inno, ses fonctions pas tellement bougé, on a mis en rouge qu'à bouger, définir une stratégie de croissance, intégrer les technos digitales dans des produits et services valeur ajoutée, expérimenter, hein, et pas embêter les business units. Démarche montante, design thinking, human-centric, co-conception, prospective anticipation, plateforme d'expérimentation. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui débouche surtout, c'est le pensée-conception qui envahit tout. Ce qu'on appelle design thinking, partir des gens,
pour développer les produits. Hein, c'est-à-dire 3 phases d'observation avant de démarrer l'innovation. D'abord comprendre, activité purement marketing, dans sa dimension sociologique, ethnologique, psychologique, rencontre, et ensuite délivrer. Moi, je constate, en donnant des cours un peu dans le monde entier, qu'on n'enseigne pas ça comme... On voit les mêmes trucs en couleur, on croit que c'est la même chose. En Chine, on a 4 étapes pour comprendre le marché. En France, généralement, on n'en met qu'une. On revient naturellement, on tombe naturellement du côté où on penchait. En disant, on ne va pas non plus demander à une vieille dame si elle a besoin. Hein, on bâcle la phase marketing. Hein, on a tendance à le faire, donc on arrive à réduire. Donc, voilà. Quand on travaille pour une multinationale, j'aimerais bien qu'on apprenne la même chose dans le monde entier pour qu'on soit sur les mêmes phases. Hein. Voilà, et je termine. Hein. Donc aujourd'hui, ce qui monte, en fait, c'est la révolution du conçu par des pour des. Hein, on a analysé 50 cas, conçu par des docteurs pour des docteurs, conçu par des guitaristes pour des guitaristes, par des artistes pour des artistes, par des pilotes pour des pilotes, je peux en faire plein, par les fermiers et tout. C'est que les gens, n'étant pas mis au courant, ils prennent le créneau. Eux, ils n'ont pas de mal à trouver les technologues. Jusqu'au Boeing 787 conçu par les passagers. Hein, 140 000 passagers, membres des... Non, juste que je clôture bien. Qui, eux, ont défini le passage. EADS a fait la même chose pour le dernier hélicoptère, conçu par ses pilotes, les pilotes des clients, vous voyez, voilà. Donc, on a une tendance à ce que l'innovation aujourd'hui, la partie R&T est pilotée par la R&D et la partie conception est pilotée par le marketing. Et donc, on a bien un directeur inno qui se trouve bien à l'interférence des deux flux. Hein, et vous voyez, par exemple, Thales vient officiellement de faire cette séparation, mais la plupart des grands groupes le font. Et je terminerai sur la citation d'Airbus. C'est vraiment le dernier. Vous voyez, interview du directeur de l'innovation d'Airbus, septembre 2014. J'ai pris Airbus parce que c'est la boîte, la grande réussite techno française. Alors il vous dit, ça a bougé, le monde bouge en bas. Et il vous dit, on a 4 évolutions à faire chez Airbus aujourd'hui. 1, passer d'un métier piloté par l'offre technologique à un métier piloté par la compréhension du marché et l'anticipation de son évolution. Et dire ça chez Airbus, je peux vous dire que ce n'est pas neutre, puisque Boeing a fait définir le 787 par ses clients et que c'est un succès mondial. Hein, la rapidité de mise en œuvre est importante, co-innovation avec nos clients, les compagnies, les clients des clients, les passagers, etc. Inno ouvert, classique, penser à la production et insuffler un esprit d'innovation dans toute l'organisation, c'est-à-dire anticiper et répondre plus rapidement aux tendances futures au profit de nos clients. Donc là, vous voyez un groupe qui est monstrueusement techno, qui vous dit, si on n'est pas capable de faire cette mutation, on n'ira pas. Donc, hein, je prêche pour ta paroisse, je dis, faites moins de techno et faites plus de marketing. Hein. Voilà, et donc, merci de votre dernière parole à Kundera. Il vous dit, les innovations des grands maîtres ont toujours quelque chose de discret. Telle est la vraie perfection. C'est seulement chez les petits maîtres que la nouveauté veut se faire remarquer. Voilà, donc généralement, quand ça répond vraiment aux gens, ça ne se voit pas toujours. Voilà.